Bonsoir. Ce soir, j'ai pas grand-chose dans la tête. Vous allez me dire, ça change pas, comme d'habitude. Mais mon psychanalyste m'a dit que c'était pas parce qu'on n'avait rien à dire qu'il fallait fermer sa gueule. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé. Vous connaissez certainement mon psychanalyste qui me suit depuis 22 ans, Sigmund Menardo. Vous connaissez certainement. C'est un type très spécial, extraordinaire. Il est capable de faire des miracles avec des cas désespérés, comme le mien, par exemple. Je lui ai envoyé dernièrement mon voisin de palier. C'est un juif arménien paraplégique qui a le sida. Il a du mal à se faire des amis. Il a fait des miracles avec lui. Il a été capable de le rendre accessible, de faire en sorte qu'il s'accepte lui-même. Et chaque fois que j'ai un problème, donc, je vais consulter mon psychanalyste. Dernièrement, j'étais en train de faire un retour sur moi-même, une certaine réflexion, et je m'apercevais que, en fait, tout revenait à se connaître soi-même. Et je m'analysais de la façon suivante, plus je me connais moi-même, plus je me comprends moi-même. Plus je me comprends moi-même, et moins je comprends les femmes. Fait que là, j'ai couru voir mon psychanalyste, Sigmund Menardo. Et je dis voilà, j'ai fini par me comprendre après 22 ans de psychanalyse, après 22 ans de tes services, mon très cher ami. Je l'appelle mon très cher ami parce qu'il me coûte $50 de l'heure. 22 ans à raison de 4 séances par mois. Je peux l'appeler mon très cher ami. Alors il m'a tout expliqué, mon problème de comportement vis-à-vis des femmes, mon incompréhension. Il m'a expliqué le mouvement féministe, il m'a expliqué les revendications des femmes, il m'a expliqué de quelle façon elles troquaient leur corps, leurs sentiments pour de la sécurité. Il m'a expliqué qu'aujourd'hui elles avaient dans leur révolution remplacé les mots amour, tendresse par négociation. Il a fini par me réconcilier avec les femmes. Oui, j'ai compris. Mais sortant du cabinet du psychanalyste une semaine après, c'est là que les problèmes ont commencé parce que je suis devenu de plus en plus méfiant avec les femmes une fois que je les ai comprises. Forcément, j'étais rendu méfiant. Puis ça a été tellement loin que je suis devenu misogyne. Misogyne. Et là, c'est un problème parce que j'ai regardé le dictionnaire. Ce sont des dames autour de moi, ma femme, ma belle-mère, qui m'ont dit que j'étais misogyne. Fait que j'ai regardé la définition du misogyne dans le dictionnaire. Miss qui haït et gonesse, femme qui haït les femmes. Moi, j'ai dit, ça se peut-tu, il va falloir que je retourne en psychanalyse. Là, je suis retourné le voir, puis je dis, voilà, mon problème, c'est que maintenant, je suis rendu misogyne. Oh, il me dit, mais ça, c'est pas pathologique, ça. Ça, c'est pas une maladie, ça. Il dit, moi-même, je suis misogyne. Il dit, je traite pas ça, la misogynie. Ça, c'est une preuve de discernement. Hein. C'est la descente de la conscience. C'est de la conscience pure, ça. Et au bout du compte, il dit, quand tu as passé le cap des 40 ans, tu deviens misogyne, forcément. Ouais, Sigmund Menardo, ouais, c'est quelqu'un. Alors, mais c'est pas quelqu'un à inviter dans un parti de soirée parce qu'il vous gâche le parti très vite. Pour lui, il n'y a pas personne qui a des intentions pures dans la vie, ça n'existe pas, il ne croit pas à ça, aux intentions pures. S'il voit quelqu'un qui est catholique, le moindrement, qui se veut orthodoxe, il va trouver que c'est de l'infantilisme affectif. Puis il va dire ça dans un parti, dans la soirée. Il gâche le parti comme ça, il est bien gentil, mais il voit des déviations partout. Si vous êtes célibataire, bien c'est pour lui une preuve d'homosexualité latente. J'en ai noté quelques-unes comme ça. Par exemple, bon, c'est pas la peine que je rentre dans tous ces détails-là. Ce que je veux dire, c'est que le psychanalyste, pour lui, tout le monde est névrosé. Tout le monde est un paquet de névroses qui se transmettent de parents à enfants, etc. Donc, tout le monde est malade de l'inconscient.
les phobies, les angoisses, les refoulements, les complexes, tout ceci, la pollution émotionnelle, comme il dit. Tout le monde est malade de cet inconscient personnel. Donc je me suis dit que c'était la chose à traiter ce soir en compagnie de Bernard de Montréal. D'ailleurs, je lui en avais fait allusion. Je lui ai parlé de Bernard de Montréal à mon psychanalyste. Je voulais savoir ce qu'il en pensait. Et il m'a dit, bon, bah écoute, amène-moi donc 5 ou 6 cassettes de lui. Je l'ai jamais entendu. Je vais l'écouter, puis je vais te dire qu'est-ce que c'est comme bonhomme. Ça fait que là, je lui ai amené 6 cassettes. Il les a écoutées, toutes les 6. Il m'a chargé $300 pour l'audition. Mais il a mis son diagnostic au bout du compte. Et là, il m'a enlevé encore une fois des angoisses parce que j'en avais toute une. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un soir, on avait fait une conférence avec Bernard et c'était à savoir lequel de nous deux était normal. Vous savez? Et là, il avait créé un certain doute chez moi. Donc, le verdict du psychanalyste, eh bien, Bernard de Montréal, c'est quelqu'un qui a un intellect bien développé, qui a réussi à fusionner, voilà, j'étais intéressé à savoir quoi, son anima et son animus. C'est quoi? Sa partie féminine, sa partie masculine. Il est passé à travers de l'inconscient personnel qu'il a nettoyé, après quoi il a eu accès à l'inconscient collectif, qui est une mémoire cosmique, etc. Diagnostic, c'est que Bernard de Montréal, c'est quelqu'un de tout à fait normal pour un psychanalyste. Ouais, j'étais soulagé, j'étais tranquille. Je suis retourné chez moi. Puis c'est là que les problèmes ont commencé. Puis c'est toujours comme ça. Avec moi, ça fait 22 ans que je suis traité, vous comprenez? C'est que quand il m'enlève une angoisse, il y en a tout de suite une autre qui surgit après. Je suis un cas pour lui, un cas clinique. C'est très intéressant. Il y a même des consultations qu'il me fait gratuitement, des fois, parce que c'est un cas intéressant pour lui. Le fait que Bernard de Montréal, comme vous le connaissez, comme je le connais, avec toute son intelligence, toute la distance qu'il peut y avoir entre son intelligence et la nôtre, soit reconnu comme quelqu'un de normal, imaginez-vous, nous, où est-ce qu'on se situe là-dedans? On est obligé de constater qu'on est totalement anormal. Donc, j'y suis retourné voir Sigmund Menardo. Et je vous en dirai pas plus pour ce soir, mais la prochaine fois, on va s'en reparler. Ce soir, on va accueillir maintenant Bernard de Montréal, qui va venir nous parler de sa vision, de sa perception de l'inconscient personnel et de l'inconscient collectif. Monsieur Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, je vous ai sauvé 5 minutes. Faire une conférence sur la nature, l'évolution, l'intégration du supramental un soir d'Halloween, ça va être du bonbon. Ouais, c'est ça, bonbon. Et les enfants ont passé de porte en porte pour réclamer leurs bonbons entre 6h et 7h ce soir. Puis tout à l'heure, ça va être papa qui va réclamer son bonbon à maman entre minuit et les couvertes. Avec tout le monde, il trouve son content, sa satisfaction. À part de ça, on passe 25 ans, enfin la moyenne de vie, de l'espérance de vie moyenne d'un Québécois moyen, c'est de 75 ans. On passe donc 25 ans de notre vie à dormir, 25 ans à travailler et 24 ans à regarder la télévision. Ça fait qu'il nous reste juste une année pour se rendre compte qu'on a perdu notre temps. Pour aller chercher de la conscience dans une année, c'est pas beaucoup. La grosse question que je me pose et que je vous pose, Bernard de Montréal, c'est d'où vient la conscience? Parce que pour un psychanalyste, de la conscience, ça fait pas irruption comme ça dans le mental. De la conscience, ça vient du traitement de l'inconscience.
personnelle, c'est-à-dire du nettoyage de la conscience personnelle. Tout ce qu'on peut traiter au niveau de la conscience personnelle, qui est transmuté, récupéré, nettoyé, dégagé, à ce moment-là, devient de la conscience. Autrement dit, de la conscience, c'est de la lumière qui se dégage d'un paquet de noirceur. Est-ce que c'est votre avis? Oui. Oui. Ouais. Oui, quoi? Oui, et puis. Et encore. C'est les puits que vous voulez. Bon. La conscience sur la Terre, elle n'existe pas. L'inconscience existe. L'inconscience fait partie du système de cognition et de précognition d'un royaume involutif, qu'on appelle le royaume humain, sans aller à l'animal ou à la plante. La conscience fait partie de la transmutation de cette inconscience. Mais la conscience fait aussi partie de l'avenir de l'humanité. Elle ne fait pas partie du présent de l'humanité. L'homme, aujourd'hui, est un mort vivant. Il n'est pas réel. Et ce qui lui permet de vivre, c'est sa capacité, sur le plan mental, d'exécuter à un point extrêmement développé le contrat qui existe entre la mémoire astrale et sa conscience humaine. Est-ce que la mémoire astrale, c'est l'inconscient personnel pour vous? La mémoire astrale, c'est l'inconscient personnel. C'est aussi l'inconscient collectif de l'humanité. C'est une énergie énorme qui est parfaitement statuée dans les plans universels, parfaitement enregistrée. Et quand je dis parfaitement enregistrée, absolument enregistrée. Ça veut dire que pour vous, il y a une préexistence de cette conscience astrale, là, alors que pour le psychanalyste, nous la formons par refoulement. Autrement dit, le point de vue d'un psychanalyste, l'image qu'il m'a donnée, c'est qu'on peut imaginer une cave habitée par des personnages hirsutes, barbus, d'une nudité inavouable, et qui auraient la volonté de monter au rez-de-chaussée, dans lequel se tiendraient des festivités à un salon mondain, qui est la conscience morale. Entre les deux paliers, entre ces personnages hirsutes, là, qui sont tout ce qui a été refoulé, et la conscience morale où se tient cette festivité, cette mondanité, il y a des gendarmes qui demandent leurs papiers à ces personnages-là et qui sont obligés de les refouler. Mais dans le salon où se passent là les mondanités, personne n'est au courant de cette volonté de ces personnages-là de faire irruption. Personne ne connaît leur existence. Ça, c'est l'image du psychologue, vous dites. Psychanalyste. Du psychanalyste. L'image du psychanalyste concernant la conscience est une image extrêmement limitative parce que les psychanalystes ou les penseurs occidentaux, si vous voulez, les cartésiens, ceux qui rationalisent, ceux qui essaient de comprendre le monde à partir de la pensée, sont déjà envoûtés par les mécanismes de la pensée. Autrement dit, un homme qui pense à partir d'un territoire psychique qui est déjà sous le contrôle des forces astrales, il est déjà envoûté dans le processus de lamentation. De sorte que dans la lamentation humaine, il n'y a pas de conscience intelligente, créative. Il y a de l'inconscience mécanique progressive. Et cette inconscience mécanique progressive que nous appelons l'intellect, la raison, fait partie de la capacité mentale de l'homme de développer des alliances plus ou moins subtiles avec le monde astral, autrement dit avec le monde de la mémoire, avec le monde de l'inconscient, avec le monde de la mort, avec le monde des symboles, avec le monde qui, d'une façon directe ou indirecte, souffle dans le mental humain des idées qu'on appelle l'intuition. De sorte que l'homme rationnel, l'homme de l'involution qui est arrivé à un très haut niveau de développement sur le plan mécaniste mental, cartésien, est un être qui peut bénéficier de son intelligence dans la mesure où le rapport entre sa faculté progressive, mécaniste, convient à la perception sensorielle qu'il a du monde, c'est-à-dire perception sensorielle qui lui permet sur le plan humain d'être bien sensoriellement, c'est-à-dire astralement. Mais à partir du moment où l'homme se détache
de cette conscience astrale qui est dominée par les sens et qu'il entre dans le vide créatif d'une conscience qui est nouvelle, c'est-à-dire d'une conscience qui n'appartient pas à la régie des sens, mais qui appartient au royaume, si vous voulez, de l'esprit pur, c'est-à-dire de ce lien universel entre l'ego parfaitement développé et le plan mental supérieur où règne cette énergie nouvelle, cette lumière de l'homme. L'homme, au début, vit une sorte de désarroi, une sorte de décomposition psychologique, une sorte de perte de personnalité, parce qu'il n'est pas capable de substituer instantanément la valeur d'une conscience créative pour la valeur d'une conscience ou d'une inconscience mécanique et progressive. Autrement dit, c'est comme si l'homme n'est pas capable, à cause de son insécurité psychologique de base, il n'est pas capable de passer d'un point relatif dans la constatation psychologique de son moi à un point absolu dans la perception créative de son ego cosmique. L'homme est impuissant, il n'est pas capable de passer de la finitude à l'infinité, de la relativité à l'absolu, de la mortalité à l'immortalité, de la pensée personnalisée à la pensée purement créative, non personnelle, objective. Il n'est pas capable de passer de la structure psychologique du moi fondée sur la perception sensorielle de son ego vis-à-vis le monde qui l'entoure, vers une structure psychique du moi qui n'est pas fondée sur l'autorité psychologique de sa civilisation. Autrement dit, l'homme n'a pas de conscience ou ne sent pas sa conscience ou ne peut pas percevoir sa conscience parce que à l'intérieur de sa conscience ou autour de sa conscience ou dans la configuration psychologique de son moi, il existe toujours le besoin de se sentir en relation d'amitié ou d'équilibre avec la société dans laquelle il est. Et ceci fait partie de la progression psychologique du moi, et c'est bon. Mais à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, qu'il passe du plan de l'inconscience mortelle à la conscience qui éventuellement l'amène à dédoubler sa connaissance égoïque pour l'amener à prendre conscience du territoire psychique de son ego mental, c'est-à-dire de sa totale intelligence qui fait partie des archives universelles. À ce moment-là, l'ego est totalement désemparé et il n'a pas la force suffisante pour reprendre sur lui-même, envers lui-même et pour lui-même, l'autorité absolue d'une conscience qui est cosmique mais véhiculée à travers un ego éveillé. Il est obligé, petit à petit, pour en arriver à cela, de défaire la puissance invocatrice de sa conscience illuminée par l'histoire, qui lui donne le support psychologique au niveau du moi, mais dans un même temps lui enlève la volonté de contester tout ce qui est relatif à sa conscience universelle, c'est-à-dire tout ce qui est péjoratif à l'unité de son moi avec son moi cosmique, c'est-à-dire tout ce qui l'empêche en tant qu'homme d'être parfaitement équilibré dans ses centres d'énergie. De sorte que l'homme est obligé de vivre une psychologie égoïque, une psychologie basée sur un principe totalement décadent, c'est-à-dire basée sur un principe qui force l'individu non pas à renaître, mais à continuer à coexister avec la masse immonde de la mémoire humanitaire, de la mémoire personnelle qui n'a pas été épurée, donc qui le force à vivre continuellement et en permanence en relation étroite sur le plan psychologique, sur le plan inconscient, avec le monde de la mort qui fait partie de l'astral que les psychologues ou que la psychologie n'a pas encore pénétré, n'a pas encore compris, parce que le concept de l'astral, c'est un concept qui est totalement ésotérique, qui fait partie des pensées marginales de l'humanité. C'est avec le temps que la psychologie pourra accepter le concept de l'astral. Mais à partir du moment où les psychologues accepteront le concept de l'astral, ils seront obligés de détruire totalement la méthodologie cartésienne de leur pensée progressive, de leur pensée qui veut rationaliser sur la construction psychologique du moi. Ils seront obligés de se plonger même eux-mêmes en tant qu'individus psychologues dans le vide personnel d'une pensée qui est adjacente à l'infinité du mental humain et dans un même temps refuser de contempler d'une façon rationnelle ou cartésienne les idées méthodiquement et cliniquement
rapiécés ou amenés ensemble au cours de l'histoire ou de la progression de la psychologie clinique. Il n'y a pas de jeu, il n'y a plus d'espace pour l'homme qui passe de l'évolution à l'évolution, qu'il soit psychologue, philosophe, ou qu'il soit penseur, ou qu'il soit simplement humain. Il sera obligé éventuellement d'élever sa façon de penser à un niveau qui n'est pas en harmonie avec la mémoire de l'humanité. À ce moment-là, il vivra un déchirement, ce que les hommes souvent ne veulent pas faire, parce que ça fait mal. Mais s'il est amené à évoluer sur un plan supérieur de conscience, autrement dit, s'il est amené à passer de l'inconscience mécanique de l'évolution à la conscience créative de l'évolution, il sera obligé de déchirer les voiles de l'ego. Et en déchirant les voiles de l'ego, il s'apercevra que la nature de la pensée doit être remise en question totalement pour avoir une compréhension parfaite du mode de la pensée sur le plan créatif du mental. Pour que l'homme en arrive éventuellement à pouvoir goûter de ce que nous appelons l'intelligence créative, c'est-à-dire cette fonction créative qui est non génétiquement partagée entre les hommes et qui fait partie de la résurrection instantanée du pouvoir créatif de la lumière à travers l'ego, sans être obligé d'être galvanisé par toutes les particules sombres de la mémoire évolutive qui fait de l'ego aujourd'hui un être absolument sans forme créative et absolument en dehors de la vie réelle, autrement dit un être qui est totalement dans le sommeil. Mais comment être soi-même lorsque la personnalité, c'est en fait les autres en nous? La personnalité, ce sont les autres en nous, c'est très bien dit, et l'homme qui prendra conscience du malaise qui existe éventuellement chez les êtres sensibles de vivre la pluralité des autres en soi. Lorsque l'homme voudra vivre lui-même en lui-même, lorsque l'homme voudra vivre l'unité de lui-même et ne plus connaître la disjonction psychologique de son moi, à ce moment-là, l'homme commencera à faire des recherches. Il ira dans des chemins ou dans des voies ou dans des directions qui, petit à petit, l'amèneront forcément à reconnaître en lui-même une sorte d'unité qui deviendra de plus en plus réelle avec le temps et qui lui permettra éventuellement de reprendre sur le plan de l'évolution, sur le plan de l'intelligence, là où il a laissé il y a des milliers d'années, c'est-à-dire dans ce point historiquement nébuleux qu'on appelle le déchirement de la conscience astrale et de la conscience éthérique de l'homme ancien. Autrement dit, au cours de l'évolution, il y a eu le développement du corps éthérique chez l'homme, ensuite il y a eu le développement du corps astral, ensuite il y a eu le développement du corps mental. Ça, c'est pendant l'évolution. Au cours de l'évolution, l'homme devra refaire le chemin en retour. L'homme devra retourner à la conscience du corps éthérique, mais au lieu de vivre la conscience du corps éthérique à partir simplement de la genèse moléculaire de sa science cosmique non résolue sur le plan de l'ego, comme il le faisait au cours de la deuxième race, troisième race racine, il le vivra sur le plan particulier de sa contemplation égoïque mentale supérieure dans une race qui convient à la sixième qui vient, et il pourra ainsi prendre conscience absolument de la mémoire du temps. C'est-à-dire, il pourra, en tant qu'individu, être capable de supporter sur ses épaules la qualité absolue d'une conscience qui est capable de narrer les faits de la genèse de l'homme, de la genèse de l'esprit, de la genèse de l'âme, de la genèse du mouvement, de la genèse de la lumière, de la genèse du temps, de la genèse de l'espace, de la genèse du vide. Il pourra ainsi contempler l'absolu et définir l'infinité en fonction de sa capacité de le réaliser. Donc, l'homme ne sera plus hébergé constamment et de façon permanente dans une antiquité mémorielle qui fait de nous aujourd'hui des êtres qui ne sont pas capables de survivre seuls, de vivre seuls, mais qui sommes obligés de vivre en constante aliénation et constante relation avec un mode de personnalisation de l'ego qui fait partie de l'accroissement de l'influence petit à petit des autres personnalités dans le monde qui forment la grande masse humaine. Bon, prenons un cas concret qui est très courant, celui d'avoir eu, par exemple, un père autoritaire, une mère névrosée, despotique, etc. La personne qui est issue de ce foyer, elle sera névrosée toute sa vie. Et toute sa vie, son comportement va être déterminé par la transmission de ce comportement de ses parents sur elle. Ce que vous dites, c'est une erreur de pensée. Ce sont les psychologues qui pensent comme ça. Les psychologues, je comprends pourquoi ils pensent comme ça, parce que la façon de penser des psychologues, c'est une façon de penser qui convient à ce que l'on peut appeler la dynamique accumulative des impressions. Donc, la psychologie cartésienne, la psychologie du monde occidental, c'est une science qui est basée sur le principe que toute addition génétique, toute addition mémorielle, toute addition d'impressions, éventuellement crée une personnalisation de l'objet lui-même. Et ceci est vrai. Un être qui naît dans une famille qui ne représente pas les plus hauts niveaux de la conscience
effectivement, au cours de son évolution, il en souffre. Pourquoi il en souffre? Il en souffre parce qu'il n'est pas capable de vivre en dehors de l'impression. Il n'est pas capable de vivre libre de l'impression. Mais un homme nouveau, qui est né, si vous voulez, d'un milieu réellement restreint, un milieu qui n'est pas fortuné sur le plan psychologique, sait très bien et réalise très bien que ce que nous appelons la conscience, c'est l'éclatement de la lumière dans la forme, l'éclatement de la lumière dans les ténèbres. Donc, lorsque la lumière éclate dans les ténèbres, quelles que soient les ténèbres, que ce soit des ténèbres d'alcool, que ce soit des ténèbres de prostitution, que ce soit des ténèbres qui représentent les différentes velléités de l'inconscience humaine, ça n'a absolument aucune importance. Ce que je reproche à la psychologie moderne, c'est que dans son enseignement rationnel, basé sur l'observation clinique des impressions accumulées, elle empêche l'homme qui vient d'un milieu réellement bas en impression de pouvoir sentir en lui-même sa propre lumière. Un homme qui vient d'un milieu qui a été réellement déchiré va sentir, et on va le pointer même. On va dire, écoute, toi, tu viens de tel milieu, il n'y a pas d'espoir pour toi dans la vie. Et ça, c'est une illusion. C'est une très grande erreur. Et je ne veux pas dénigrer la psychologie, parce que la psychologie, elle est extrêmement importante pour l'humanité, et ceux qui sont dans ce domaine font de grands efforts. Mais je veux faire un point sur ce fait, que la psychologie, avec ses bonnes intentions, elle empêche l'homme de prendre conscience qu'il est capable de dépasser la totalité des impressions créées consciemment ou inconsciemment sur son moi, dans la mesure où la psychologie connaît les lois de l'énergie, connaît les lois de la lumière, connaît les lois de l'intelligence, connaît les lois de la raison, connaît les lois de l'intuition, connaît les lois psychiques de l'homme. Si la psychologie connaît les lois, ou lorsqu'elle connaîtra les lois de l'homme, elle verra qu'il n'y a pas de limite à l'homme. D'ailleurs, nous avons des faits constamment. Nous voyons dans le monde des hommes qui ont créé de grandes choses, qui ont survécu, qui ont dépassé des conditions extrêmement banales dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la force interne de dépasser la limitation psychologique de l'impression. Donc, dans un sens, les psychologues ont raison lorsqu'ils disent l'homme, il est extrêmement affecté par son passé, et dans un autre cas, il continue et il perpétue l'illusion de l'invalidité, de l'incapacité, de l'impossibilité de l'homme de devenir absolu face aux impressions. Et ça, c'est dangereux. Ce que je reproche à la psychologie, c'est ceci. Je le reproche parce que je sais qu'elle devra un jour transmuter sa façon de voir les choses. Elle devra un jour, la psychologie devenir extrêmement occultifiée. Elle devra devenir extrêmement marginale, c'est-à-dire qu'elle devra sortir des conditions qu'elle s'est, pendant l'évolution, imposées, et réellement regarder l'homme en face, regarder l'homme à l'intérieur de lui-même et voir que l'évolution, les lois de l'évolution, les lois de l'esprit, les lois de l'énergie, les lois de l'homme, les lois cosmiques, les lois qui renferment la totalité d'un plan extrêmement important sur le plan évolutif tel que l'homme, ce sont des lois qui sont au-dessus de la pensée purement rationnelle, et ce sont des lois qui doivent être éventuellement investiguées par l'homme, regardées froidement et de façon absolue, et aussi supportées par un mental qui est capable de se séparer du besoin psychologique de se sécuriser dans l'involution et la mémoire de l'involution, ce que nous appelons les connaissances, pour aller de plein front dans l'infinité du savoir qui fait partie de la progression naturelle ou de l'évolution naturelle de l'homme, de l'avenir. Bon, mais la presque totalité des complexes ou des névroses proviennent d'un mauvais départ, viennent de très tôt dans l'enfance. Un mauvais départ. Oui, oui. Maintenant, ce mauvais départ, s'il a été imprimé par les parents sur l'enfant, pour un enfant, le père ou la mère sont des dieux, oui, dans sa conscience à lui. oui. Le problème, c'est que si les dieux ont déchiré cet enfant au départ, il y a un problème de conscience morale. Comment pouvoir accepter de dire un jour, eh bien mon père ou ma mère n'était pas à la hauteur, ou de sentir ou laisser monter cette impulsion qui est en nous, là, cet instinct, de dire simplement, je ne les aime pas. C'est un interdit, un tabou moral total. On est totalement emprisonné là-dedans. Un enfant qui a vécu une enfance très malheureuse, un jour va se retrouver devant son père et sa mère, qui sera quasiment obligé de haïr. Oui, mais ça, c'est à cause de l'émotivité de l'enfant. Si nous parlons de l'homme nouveau, qui regarde en arrière, qui regarde la situation, sa relation avec le milieu parental pendant qu'il était jeune, dans l'admission où ce milieu parental n'était pas
des plus beaux, cet homme nouveau est capable de totalement aller au-delà de l'émotivité négative vis-à-vis ses parents. Autrement dit, il est capable de ne pas haïr ses parents, mais de réaliser qu'ils étaient simplement ignorants. Donc, dans la mesure où l'homme nouveau est capable de réaliser que ses parents étaient simplement ignorants, à ce moment-là, il est capable de se couper de l'émotivité face à son passé et de commencer à regarder son avenir. Mais je voudrais savoir, c'est quoi qui lui permet de le faire? Est-ce qu'il y a une autre perception Son niveau d'évolution, oui. de la morale, par exemple? Non. Ou la non. morale a moins d'emprise ou quoi? Parce Non, que la non, morale, non. ça joue comme un verrou là-dessus? C'est un phénomène d'évolution. Il y a des hommes qui sont plus évolués que d'autres. Il y a des hommes qui sont plus près d'eux-mêmes que d'autres. Et malgré tout ce qui peut se passer dans leur vie, ils vont en arriver un jour à voir à travers la forme. Tandis qu'il y a des hommes qui sont moins évolués que d'autres et ne peuvent pas voir à travers la forme. C'est un phénomène d'évolution. Il n'y a aucun homme sur le plan matériel qui se trouve dans une situation de vie qui ne correspond pas à son niveau d'évolution. Donc, il y a des hommes sur la Terre qui sont suffisamment évolués et quelle que soit la situation antérieure de leur évolution, ils verront à travers et ils pourront déchirer les voiles de cette évolution. Et ils pourront se séparer complètement de l'émotivité qu'a créé cette évolution sur leur corps mental et ils pourront commencer à évoluer vers une conscience supérieure. Mais c'est un phénomène d'évolution. Comment ça se fait qu'il y a tant de monde aujourd'hui qui vivent un sentiment de rejet perpétuel, qui ont de la difficulté dans leur communication parce qu'ils se sentent toujours rejetés? Oui, mais ça, c'est un problème d'inadaptabilité psychologique à soi-même. Vous savez, si vous regardez l'homme de l'involution, l'homme inconscient, même s'il est sensible, il n'est pas capable de supporter la totalité de sa conscience sans passer par les vicissitudes du doute et de la question. Regardez le simple problème de la culpabilité de l'homme. Dans le monde occidental, la culpabilité, c'est le verrou qui ferme la porte de l'homme à sa réalité. Donc, pour en arriver à dépasser la culpabilité, autrement dit, pour en arriver à être capable sur le plan émotif de ne plus subir la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est un phénomène d'émotion dans le mental. Il faut avoir un mental extrêmement fort, un mental solide, un mental capable de supporter la solitude de l'ego face à la réalisation de certains antécédents, de certaines conditions de vie imposées par la société ou le milieu familial. Le problème de la force, qu'est-ce que c'est la force dans l'homme? La force dans l'homme, c'est toujours un peu de cette lumière, mais cette lumière, elle est toujours un peu astralisée. C'est pour ça que nous aurons besoin, au cours de l'évolution, de science, et nous en venons à ceci. L'homme aura besoin de science, d'une science nouvelle, d'une science qui n'est pas fondée sur le passé, d'une science qui n'appartient pas à l'État, d'une science qui n'appartient pas aux organismes, d'une science qui n'appartient pas à l'humanité, mais d'une science qui appartient à l'homme universellement, individuellement. Cette science permettra à l'homme, qui devient de plus en plus individualisé, de commencer à regarder profondément dans la nature des choses pour finalement en arriver à constater que la nature de son moi est inviolable à partir du moment où, dans la mesure où il est capable sur le plan égoïque de supporter la solitude de son jugement face aux valeurs historiques, éducatives d'une humanité en évolution. Autrement dit, tant que l'homme ne sera pas capable de supporter, quand je dis supporter, je veux dire de vivre sur ses épaules ce qu'il sait intérieurement. Tant qu'il n'aura pas cette force, il ne pourra pas vivre en relation avec le passé sans en subir les perturbations. Il faut être extrêmement fort parce l'homme nouveau, c'est un homme seul. L'homme nouveau, c'est un homme qui est seul. Il peut être seul avec d'autres hommes nouveaux, mais l'homme nouveau, c'est un homme seul. C'est un homme qui ne possédera aucune conscience collective. Il aura une conscience individuelle, universelle, mais il n'aura pas de conscience collective. Donc, si l'homme n'a pas de conscience collective, quelle sorte de conscience voulez-vous qu'il ait? Il ne peut avoir qu'une conscience créative. Donc, conscience créative veut dire quoi? Veut dire conscience qui n'est pas fondée sur le jeu de l'ego en relation avec le social ou avec l'histoire, mais sur la puissance de l'ego de constamment renouveler les mouvements de l'énergie dans son mental, c'est-à-dire de regarder constamment le mouvement de la forme qui constitue l'essence même de tout ce qui tourbillonne dans son mental et qui l'hypnotise, qui le paralyse. Il faut que l'homme devienne totalement libre de la forme.
Qu'il utilise la forme pour véhiculer son énergie, c'est une chose. Mais qu'il vive la forme, qu'il subisse la forme parce que la société, les religions, les systèmes l'ont établi ainsi, ça fait partie de l'évolution. Il ne s'agit pas pour l'homme nouveau de blâmer l'évolution, il s'agit simplement pour l'homme nouveau de réaliser que l'évolution fait partie ou procède d'une certaine mécanicité de sa conscience. À partir du moment où il aura compris ceci, il commencera à comprendre les lois de l'homme, le mystère de l'homme, le mystère de la vie mentale. Donc, à ce moment-là, il pourra commencer à vivre le contact ou le lien universel avec son être qui est réellement sur d'autres plans et qui se sert de son véhicule matériel pour vivre éventuellement une fusion, ce qui fait partie de la nouvelle évolution de l'homme. Mais son mental sera totalement altéré. Quelle valeur accordez-vous aux thérapies de groupe, par exemple, crypte primal ou ces choses-là? Moi, j'accorde une valeur à tout ce qui existe. Tout ce qui existe est nécessaire dans la mesure où il convient proportionnellement aux besoins des hommes en évolution. Thérapie de groupe, cri primal, s'accrocher au mur avec un raisin, manger un raisin là, se balader avec des... Si ça vous fait du bien de vous promener avec une corde, ça c'est pendant un certain temps. Je ne vous assure pas qu'au bout de 10 ans, vous allez vouloir continuer à vous accrocher à une corde au plafond. Peut-être que vous allez changer à une autre forme. Ça sera peut-être un spring, mais il va y avoir une évolution. Donc, pour moi, tout ce qui se passe dans le monde, c'est nécessaire, c'est bon. Mais lorsque l'homme passera de l'involution à l'évolution, il fera tout sauter parce que l'homme conscient n'a pas besoin de rien. Il est lui-même la source de son énergie, il est lui-même la source de sa nourriture, il est lui-même la source de sa concrétisation mentale sur le plan de la parole, il est lui-même la source de sa vision sur le plan du mental, il est lui-même la source de la connaissance sur le plan de sa manifestation à travers l'homme. Donc, l'homme nouveau n'a pas besoin de ces structures pour évoluer parce qu'il n'a plus besoin d'évoluer. C'est l'homme involutif qui a besoin d'évoluer. Pourquoi qu'il a besoin d'évoluer? Parce qu'il ne se croit pas évoluer. Mais pourquoi il ne se croit pas évoluer? Parce qu'il pense. Et ainsi de suite. Mais si la conscience se crée à partir de l'inconscience qui est traitée... La conscience ne se crée pas à partir de l'inconscience. La conscience, c'est la fracturation de l'inconscience. La conscience commence quand l'inconscience se fracture. Il n'y a pas de création de la conscience à l'inconscience. Il y a de l'intuition, mais pas de la création. Dans la libération, par exemple, des complexes ou la solution d'une névrose, il y a une libération d'énergie qui est récupérable à ce niveau-là. Oui, dans la solution des névroses, l'élimination des complexes, il y a une récupération d'énergie, mais cette récupération d'énergie n'est pas totale parce qu'elle sert simplement à rebalancer le corps astral et dans un même temps, elle garde le corps mental impuissant dans la reconstruction psychique de son moi. Autrement dit, une personne qui vit une reconstruction sur le plan des complexes ou une personne qui dépasse une névrose, elle va continuer à demeurer inconsciente. Elle va retrouver un équilibre, mais elle va continuer à demeurer inconsciente. Autrement dit, c'est impossible pour l'homme inconscient de passer de l'inconscience à la conscience par le biais de l'élimination des complexes. Le phénomène des complexes, le phénomène Il faut commencer par les voir d'abord, et puis les affronter, les solutionner, mais il faut les voir d'abord. Les névroses. Personne ne soupçonne d'avoir de névroses. Voir les névroses? Non, ça c'est de la psychologie. Un psychologue ou une personne qui est intéressée à la psychologie ou à la version psychologique du moi va s'intéresser à voir ces névroses. Bon, mais si vous cherchez à voir vos névroses, vous allez en voir toute votre vie des névroses. Parce qu'une névrose mène une autre névrose, une autre névrose, une autre névrose. Il ne s'agit pas pour l'homme de voir ses névroses. Il s'agit à l'homme de connaître les lois de son mental. Et la loi fondamentale de l'homme nouveau concernant le mental, c'est la réalisation que ce qui est névrotique ou n'importe quoi est issu d'une conjonction entre l'activité mentale de l'homme et son cerveau. Cette conjonction, elle est fixée dans un espace, dans une dimension quelconque que nous appelons l'astral. L'astral fait partie de la mémoire de l'humanité en juxtaposition avec la mémoire personnelle. Donc l'astral est effectivement une dimension invisible qui a un très grand effet sur le mental humain, sur le comportement humain. À partir du moment où l'homme comprend ceci, réalise ceci, c'est complexe et tous ces traumatismes commencent lentement à se briser. Sinon, vous allez vous observer toute votre vie. Vous allez devenir comme des singes ou des loups-garous. Vous allez vous observer, vous observez un poil, il en pousse un autre, vous observez un poil, il en pousse un autre. Oui, il y a des hommes qui se sont observés toute leur vie. Il ne s'agit pas pour l'homme de s'observer toute sa vie, il s'agit pour l'homme de connaître les lois de l'origine de son mental, c'est-à-dire les lois de l'origine des mensonges dans son mental, c'est-à-dire les lois de la pensée qui, à l'origine, au lieu de l'instruire dans la réalisation d'un moi intégral, l'instruisent dans la relation d'un moi péjorativement axé sur une constatation puérile de son moi face à une situation de vie qui, sur le plan de la masse mondiale, correspond à l'absence de volonté chez l'homme. La psychologie est trop compliquée. Elle est trop complexe. Comment voulez-vous
qu'un psychologue qui psychanalyse lui-même ait une vie qui soit fragmentée. C'est un contresens. C'est un contresens. Comment voulez-vous qu'une personne qui semble guider les hommes, aider les hommes, faire voir aux hommes, amener les hommes à l'intégration, eux-mêmes soient désintégrés? Ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est un jeu de l'esprit. Effectivement, il y a un travail qui se fait sur le plan psychologique pour rebalancer les situations réellement extrêmes de l'ego. Mais ce n'est pas de la conscience. Un psychologue ne peut pas amener un homme à la conscience. Ça prend une science nouvelle, cosmique, qui ne fait pas partie de l'ego, qui n'est pas sur le territoire de l'involution pour amener l'homme à la conscience, pour que l'homme puisse connaître les lois de l'invisible face à son mental, les lois de la pensée. Il faut que l'homme connaisse les lois de la pensée pour réellement entrer dans une conscience. Comment voulez-vous entrer dans une conscience si vous ne connaissez pas, si vous ne savez pas comment ça fonctionne de la pensée? D'où ça vient de la pensée? C'est issu de quoi de la pensée? Elle vient d'où la pensée? Pourquoi telle pensée? Impossible. D'ailleurs, c'est pourquoi l'involution a été si longue. C'est pourquoi les hommes de la nouvelle évolution, de la nouvelle époque, qu'ils soient de n'importe quelle région du monde, auront une conscience universelle qui ne sera pas une conscience psychologisée, mais une conscience créative basée sur la relation entre l'homme intégralement uni à son origine, c'est-à-dire à sa conscience égoïque, cosmique, universelle, qui est en dehors de la forme, qui est simplement énergie. À ce moment-là, l'homme commencera à comprendre qu'est-ce que c'est la nature de l'ego. Sinon, vous ne comprendrez jamais la nature de l'ego. L'ego de l'homme, l'ego qui a été développé, défini par la psychologie, ce n'est pas un ego réel, c'est simplement une convention arbitraire de l'histoire. C'est quelque chose qui est, comme vous disiez tout à l'heure, qui est le produit de l'accumulation des impressions à travers les différentes personnalités qui sont entrées en interaction avec soi-même. Mais ça, ce n'est pas un ego réel, c'est un ego qui est platitudinal, c'est une platitude, c'est un ego qui est totalement stupide, même s'il est intelligent. Ce n'est pas un doctorat qui rend l'homme intelligent. Au contraire, il y a des doctorats qui réellement continuent à manipuler l'intelligence de l'homme de telle sorte qu'elle devient de plus en plus mécanique et de moins en moins créative. Non, l'intelligence créative de l'homme nouveau, c'est un phénomène de fusion entre l'énergie originale de l'homme et l'ego qui aura passé par une période d'épuration où l'homme aura constaté parfaitement la nature de son mental. Il faut que l'homme connaisse ce qui se passe dans la boîte crânienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai une pensée folle? Pourquoi? Si j'ai une pensée folle, il y a une raison. Donc, si je reçois une pensée folle, il faut que je sache d'où elle vient, cette pensée folle. Elle ne vient pas de ma poche. Elle vient de quelque part. Il y a une réalité à cette pensée folle. Donc, il faut que je puisse personnaliser ma relation avec cette source de pensée folle. Donc, ça m'invite automatiquement à entrer en contact télépathique avec l'astral. Donc, si je dois défaire ce contact télépathique, il me faut automatiquement assumer la responsabilité du rôle que je me donne en tant qu'homme de communiquer avec des plans invisibles. Mais pour un ego qui est rationnel de communiquer avec les plans invisibles, c'est déjà le début d'une certaine folie. Donc, ce n'est pas facile pour un ego qui est cartésien, qui est éduqué à l'Université de Montréal, et ainsi de suite. Vous comprenez? C'est très difficile. C'est pourquoi ces sciences sont demeurées cachées à l'homme, jusqu'à temps que l'homme puisse finalement en arriver à pouvoir supporter la nature absolue de cette nouvelle science. Nous n'avons pas de choix. L'homme, il faut que l'homme un jour en arrive à avoir une conscience absolue. Il y a une masse d'hommes sur une planète et l'homme ne sent pas cette qualité absolue de son mental. C'est absolument abominable. C'est absolument abominable. Mais pour que l'homme ait une qualité absolue de son mental, il faut qu'il ait un lien mental avec l'absolu. Mais l'absolu, c'est quoi? C'est quoi l'absolu? Dites-moi, qu'est-ce que c'est l'absolu? Ah, il me prend en traître, là. C'est quoi l'absolu? L'absolu, c'est l'absence de relativité créée dans le mental humain, dans le mental de l'homme, par des pensées relatives à l'histoire. C'est ça l'absolu. C'est une limite. C'est pas l'absolu qui est une limite, c'est la façon dont l'homme le vit qui est limitatif. L'absolu n'est pas une limite, c'est déjà le début du mouvement de la conscience mentale de l'homme vers l'infinité. Mais pour que l'homme connaisse, réalise l'absolu, il faut qu'il ait conscience de la valeur psychologique de son énergie sur le plan mental et qu'il réalise que cette énergie mentale est capable de faire sauter n'importe quelle forme qui a servi pendant l'évolution à la construction psychologique de l'ego, du moi.
Là, l'absolu commence. Et à partir du moment où l'homme commence à vivre l'absolu, ce n'est pas un absolu égoïque, c'est un absolu vibratoire. À partir du moment où l'homme commence à vivre un absolu, mais il entre dans l'infinité de cette énergie et tout s'ouvre à lui. Donc le mystère de l'homme devient extrêmement clarifié, le mystère de Dieu devient clarifié, le mystère des sphères devient clarifié. Il n'y a plus de mystère pour l'homme. Donc à partir du moment où l'homme n'est plus forcé de vivre des mystères de toutes sortes qui ont été utilisés par les religions, par les principautés pour le garder dans une forme quelconque d'ignorance et lui enlever, finalement, au cours de l'évolution, toute volonté sur le pouvoir occulte de sa conscience, l'homme commence à vivre, il commence à grandir, il entre dans la conscience supramentale et il commence l'évolution vers une nouvelle définition de sa réalité qui sera dans ses mains et qui correspondra parfaitement avec sa capacité de soutenir cette énergie, de la canaliser sur le plan humain. On n'a donc jamais fini de devenir homme, passant par l'absolu et l'infini. Non, on devient homme quand on cesse d'être enfant. On devient homme quand on cesse d'être sans conscience réelle. On devient homme. L'homme n'existe pas sur la Terre. Il y a un être humain qui est une forme d'animal avancé, mais il n'y a pas d'homme. L'homme, c'est l'homme de demain. L'homme, c'est la reconstruction psychologique du moi, c'est la définition normale du lien entre l'énergie et la genèse de l'homme. L'homme, c'est la définition supramentale de la nouvelle conscience, autant sur le plan mental, astral, vital que matériel et génétique. L'homme, c'est la définition de l'énergie à travers un rendement créatif qui fait partie de la nouvelle évolution. Aujourd'hui, nous avons un homme qui est planétaire, qui fait partie de l'évolution. Demain, nous avons un autre homme qui sera au-delà des conditions évolutives, que nous appellerons ou que nous pourrons nommer le surhomme, c'est-à-dire l'homme qui est au-dessus de l'homme évolutif. C'est cet homme qu'Aurobindo a prophétisé, c'est cet homme que Nietzsche a vu s'éveiller dans ses rêves. Donc cet homme, c'est l'homme que tous les hommes en eux-mêmes rêvent de connaître un jour. C'est cet homme, c'est cette image idéalisée par les poésies, par les philosophies, par les religions. Mais c'est cet homme qui naîtra à partir du moment où l'homme entrera en relation totale et étroite et absolue avec les conventions cosmiques de son être-té, c'est-à-dire à partir du moment où il aura cessé de penser d'une façon rationnelle à la nature de son moi. Donc, à partir du moment où il aura commencé à prendre sur lui-même la responsabilité d'interroger les plus hautes sphères de la forme pour pouvoir, sur le plan mental, amener l'énergie ici au lieu que l'énergie le contrôle d'en haut. L'homme est une marionnette. L'homme, c'est un être absolument mécanique. Donc, tant que l'homme n'aura pas amené cette énergie ici, autrement dit, tant qu'il n'aura pas détruit les formes qui le séparent de son originalité ou de sa source, l'homme sera totalement évolutif et il continuera à vivre sur le plan humain d'une conscience totalement subjective. Donc, il n'aura pas conscience de lui-même. Il sera un être assujetti, existentiel. Donc pour vous, le nettoyage de la conscience personnelle ou la liquidation des mémoires astrales, c'est toujours une affaire de volonté. Bon, cette volonté, on ne l'acquiert pas du jour au lendemain, c'est peut-être par la souffrance justement qu'on l'acquiert. Cette volonté, elle est le résultat de la lutte entre l'homme qui connaît les lois de plus en plus de l'astral, et à partir du moment où l'homme commence à connaître les lois de l'astral, il commence à lutter contre l'astral, donc sa volonté se développe, parce que l'homme lutte contre quelque chose de réel. Tandis que l'homme, lorsqu'il est inconscient, il ne lutte pas contre quelque chose de réel, donc il ne peut pas développer la volonté. Pour développer la volonté, il faut haïr les forces astrales, c'est-à-dire haïr ce qui a toujours dominé l'homme pendant l'évolution. Donc, pour haïr ceci, il faut savoir que ça existe, il faut le reconnaître. Il faut éventuellement, probablement communiquer avec. Et lorsque vous communiquez mentalement, télépathiquement avec quelque chose qui vous a dominé pendant des millénaires, à ce moment-là, vous commencez à développer une volonté terrible parce que, justement, vous connaissez le jeu de la vie, vous commencez à connaître le jeu de la vie, et éventuellement, l'homme développe une volonté et une intelligence extrêmement développée, et avec le temps, cette volonté l'amène à vivre ou à connaître une fusion avec son origine, sa source. Donc, la partie cosmique de l'homme descend sur le plan matériel et éventuellement la matière se spiritualisera. C'est ça la fusion. Donc dans le cas de tout à l'heure, il ne s'agit pas d'haïr ni son père ni sa mère, mais les forces astrales qui en fait empêchent la descente de cette volonté. C'est l'objection que j'avais tout à l'heure. Il ne s'agit pas pour l'homme d'haïr les hommes. Quel que soit ce que le père a fait, vous avez choisi. Parce que les hommes choisissent leur père, les hommes choisissent leur mère. Donc ce ne sont pas les hommes que les hommes doivent haïr, ce sont les forces en eux qui les manipulent. Si, d'ailleurs, l'homme nouveau découvrira que la seule façon pour l'homme d'en arriver éventuellement à intégrer l'énergie cosmique dans sa conscience, c'est de retourner, de prendre la haine qu'il a eue vis-à-vis des hommes et de diriger cette haine contre les forces en lui qui l'ont manipulé. Lorsque l'homme aura fait ceci, il sera totalement en relation harmonieuse avec les hommes, mais il sera totalement sur un pied de guerre avec les forces occultes qui ont conditionné son ego depuis l'évolution et qui aujourd'hui encore continuent à astraliser sa conscience pour le garder de plus en plus
prisonnier des lois de la mort. C'est la même chose dans les rapports homme-femme dans un couple où il ne s'agit pas de haïr son partenaire, mais de bien reconnaître la partie de la conscience personnelle qui s'oppose à la sienne de mémoire. Justement, parce que les hommes sont astralisés. Regardez le principe de l'amour. Je vais vous expliquer combien l'homme ne comprend pas l'amour et combien le principe de l'amour a été mal utilisé. L'amour, sur notre planète, les hommes aiment les sphères. Ça, c'est le début de la spiritualité. On aime les guides spirituels, on aime les anges, on aime ci, on aime ça, et on ne réalise pas que ce sont ces êtres-là qui nous mettent dans la merde. Nous les aimons, et nous vivons des voiles absolument extraordinaires. Je sais que la réalisation de ceci sera extrêmement pénible pour les hommes. Mais l'homme sera obligé de passer à travers. Vous imaginez que le pouvoir occulte, le pouvoir des sphères invisibles va être donné à l'homme comme ça? Les hommes ne donnent pas le pouvoir à l'homme comme ça. Vous croyez que les forces invisibles vont donner le pouvoir à l'homme comme ça? C'est l'homme qui sera obligé de déchirer, d'aller chercher lui-même le pouvoir. Mais comment? Quelles sont les clés pour qu'il puisse aller chercher ce pouvoir? Les clés sont simples. L'homme doit découvrir que la relation entre lui et les forces mentales qui passent à travers son ego, à travers le monde de sa pensée, il doit découvrir que ces forces-là constamment jouent un jeu, ils jouent un jeu, ils jouent un jeu, ils jouent un jeu. Ce jeu fait partie de la liaison entre le monde de la mort astral et le monde de l'homme. Lorsque l'homme aura détruit ceci, il commencera à connaître la liberté. Mais si l'homme s'élève dans une spiritualité qu'il ne peut pas restreindre, si l'homme, parce qu'oubliez pas que la spiritualité fait partie des grands jeux cosmiques de l'évolution. La spiritualité, c'est la plus grande forme de naïveté que l'être humain n'a jamais connue. C'est cette forme de naïveté qui le sépare de la science réellement cosmique. Et tant que l'homme sera spirituel, même si la spiritualité, évolutivement parlant, le sert à évoluer progressivement, lorsque l'homme passera de l'involution à l'évolution, il sera obligé de faire sauter la spiritualité, c'est-à-dire de regarder froidement la relation qui existe entre lui sur le plan humain et les sphères. Et s'il n'est pas capable de faire ceci, il demeurera un initié. Il ne sera jamais capable d'en arriver à contrôler l'énergie, développer sa volonté et commencer à utiliser l'énergie de son intelligence. Il demeurera toujours un être assujetti soit à des organisations sur le plan matériel qui sont spirituelles, ou occultes, ou ésotériques, ou il sera en relation étroite avec les sphères qui sont spirituelles, occultes et ésotériques. Donc l'homme n'aura aucune individualité, il sera encore un pion dans une grande partie d'échecs qui fait partie des lois cosmiques de la spiritualité, qui font partie encore des lois cosmiques, politiques de ces mondes sur l'homme. Et pour vous, c'est quoi l'inconscient collectif? L'inconscient collectif, c'est la totalité de la mémoire humaine qui est constamment manipulée par les forces astrales pour le bénéfice de l'organisation et du développement de leur monde, en utilisant l'émotivité mentale et la pensée humaine comme matière première servant à construire les formes dans leur plan. Pourtant, les psychanalystes voient dans leur définition d'inconscient collectif ceci comme étant quelque chose de très positif. L'inconscient collectif, pour eux, ils disent c'est cosmique, c'est la seule chose qui n'est pas malade dans l'être, par opposition à l'inconscient personnel qui est toujours malade, névrosé, etc. L'inconscient collectif, c'est un réservoir d'énergie extraordinaire avec lequel l'homme peut se mettre en résonance vibratoire, en harmonie, etc. Le concept de l'inconscient collectif, c'est la plus grande illusion de la psychologie moderne. Et tous les psychologues sont prisonniers de cette illusion-là. Et la raison pour laquelle les psychologues sont prisonniers de cette illusion-là, c'est parce que dans l'inconscient collectif existe la totalité des formes que l'homme dans la civilisation ne peut pas utiliser afin de ne pas fragmenter la civilisation. Autrement dit, tous les ne fait pas. Tout ce qui est en dehors des commandements existe dans l'inconscient collectif. Donc, l'inconscient collectif représente pour l'humanité la puissance vibrante de l'astral qui crée dans l'homme en évolution la tension psychique de son moi. Autrement dit, je vais vous donner un exemple. L'homme, sur le plan humain, ne peut pas baiser toutes les femmes à cause des lois humaines. OK? Pour le maintien de l'ordre, et ainsi de suite. Bon. Dans les plans, il n'y a pas de société humaine. Donc, dans les plans, toutes les formes sont possibles. Donc, l'inconscient collectif qui est dans les plans et qui est psychiquement connecté avec le mental humain vibre constamment dans le mental de l'homme. Donc, l'homme, sur le plan humain, il vit toujours la tension psychique d'un besoin d'aller au-delà des lois humaines de sa civilisation.
Et cette tension, elle est responsable pour les différentes formes de criminalité que nous avons dans le monde. Et les psychologues osent dire que l'inconscient collectif, c'est ce monde extraordinaire que les hommes n'ont pas réussi à mater. Il ne s'agit pas à l'homme de devenir une pute. Il s'agit à l'homme d'en arriver à comprendre les lois de la putainerie. Vous comprenez? Il s'agit pour l'homme d'en arriver à comprendre la manipulation. Je vais vous donner un exemple, plus près de soi. Regardez quand nous fumons. Lorsque l'on fume, là, vous êtes bien, vous n'avez pas besoin de fumer. Tout d'un coup, il se passe une petite vibration en soi. Un petit... là, ça, c'est l'indice pour la cigarette. Nous croyons que c'est la cigarette qui nous fait faire ça. C'est pas ça. C'est l'astral qui nous envoie une vibration pour que nous prenions une cigarette pour que nous puissions, avec le temps, parce que c'est tout calculé sur les autres plans, qu'en fumant 55 000 cigarettes, tu vas vivre 7 ans de moins. Tout est calculé de l'autre côté. Et si l'homme savait que chaque fois qu'il vit une impression de prendre une cigarette, cette impression, elle vient de l'astral. S'il veut la prendre la cigarette, c'est lui qui le fait, OK. Mais s'il prend cette cigarette parce qu'elle est le produit d'une manifestation astrale à travers son corps, ses plans, à ce moment-là, il est astralisé. Et c'est toujours la même chose. Nous n'avons aucune notion de la présence de l'astral à travers nos principes. Nous croyons que nous fumons de la cigarette parce que la cigarette, elle est accumulative sur le plan toxique, donc une cigarette mène à une autre cigarette et une autre cigarette mène à une autre cigarette. C'est une illusion. Nous fumons une autre cigarette parce que nous sommes amenés de l'astral à fumer cette cigarette. Et si l'astral coupait cette vibration, nous ne pourrions pas fumer une cigarette. Nous avons tellement donné à la mécanicité de nos corps la valeur absolue d'une dynamique que nous avons perdu conscience du jeu constant entre l'astral et le plan matériel. Et un jour, l'homme découvrira que la moindre de ces impulsions, la moindre, elle est astrale. Enlevez l'astral de la conscience de l'homme instantanément et vous avez un homme qui n'existe plus. Vous avez un homme qui ne voit plus. Vous avez un homme qui ne goûte plus. Vous avez un homme qui ne sent plus. Vous avez un homme qui n'entend plus. L'astral est cette énergie qui, derrière la matière de l'homme, constamment continue à la faire vibrer. Si l'homme en arrive à comprendre les lois, ou lorsqu'il en arrivera à comprendre les lois de l'astral, et qu'il vivra ses impulsions à travers le monde de la pensée, à travers le corps astral, il pourra contrôler, il pourra mettre de côté. Donc, il ne sera plus influencé astralement. Donc, il ne sera plus influencé par le monde de la mort. Donc, il sera dans son énergie. C'est ça l'évolution. Merci Bernard. On fait une pause d'une demi-heure.